Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec le philosophe Bernard Stiegler. Bernard Stiegler est philosophe après un parcours singulier. C'est un philosophe original qui a travaillé et écrit sur des tas de sujets aussi différents que la lutte contre le capitalisme, la question de l'analyse de la télévision. Il a écrit La télécratie contre la démocratie. C'est un spécialiste des réseaux numériques. Il a une pensée sur le net, sur les réseaux sociaux. Et il a surtout écrit il y a quelques années avec des amis intellectuels Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel, qui est un véritable manifeste engagé contre le capitalisme d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en fait un philosophe en lutte contre le capitalisme autodestructeur, contre, je cite certaines de vos expressions dans votre grande œuvre, contre la calculabilité généralisée, contre la misère symbolique? Vous êtes un philosophe engagé dans la cité pour un autre modèle de société. Oui, je crois, oui. Je suis un philosophe. Je pense que les philosophes sont toujours en lutte, d'une manière ou d'une autre, contre un état de fait face auquel ils voudraient faire valoir un état de droit qui est requis face à une situation qui devient insupportable. Alors oui, je suis en lutte contre ce que j'appelle l'incurie, contre ce que j'appelle le populisme industriel, le capitalisme pulsionnel. Mon rapport au capitalisme, par exemple, est complexe, c'est-à-dire que je ne crois pas, comme certains, que le capitalisme est mort. Je ne crois pas du tout cela. Ça ne veut pas dire que je veuille le faire maintenir en vie à tout prix. Je pense qu'il est effectivement devenu autodestructeur et qu'il ne faut pas le laisser développer cette tendance autodestructrice, parce que c'est nous qui sommes détruits dans cette autodestruction, et pas simplement le capitalisme lui-même. Mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une alternative non capitaliste réellement accessible, en tout cas dans les 10 prochaines années qui viennent. Je ne me pose pas trop les questions en termes aujourd'hui de, par exemple, capitalisme ou socialisme. Bien que je me réclame du socialisme et de la tradition socialiste, et très fortement encore. Je prends le mot socialiste au sens du 19e siècle, hein, pas au sens où il y a des partis socialistes ou sociodémocrates. Mais ce que je crois, c'est que la grande question d'aujourd'hui, c'est la mutation industrielle. Nous sommes en train de changer de monde industriel. Ça, c'est un fait totalement avéré, hein, que la plupart des hommes politiques français, en tout cas, et je pense européens en règle générale, dénient complètement. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est pas le cas aux États-Unis ou en Asie. Mais que, par contre, tous les acteurs économiques, pratiquement, qui comptent un peu en France, par exemple, ont déjà vu et ont compris. Vous écrivez « Nous vivons dans la deuxième phase de prolétarisation. Les ouvriers perdent leur savoir-faire et les consommateurs perdent leur savoir-vivre. » Ça, ce sont les conséquences existentielles, je dirais, sur les populations de cette phénoménale, gigantesque mutation industrielle que nous vivons. Alors, j'y ajouterais même que les concepteurs y perdent leur savoir-penser et concevoir. Je me suis beaucoup penché ces dernières années sur le cas d'Alan Greenspan et son système de défense lorsque la Chambre des représentants à Washington lui a demandé d'expliquer comment il avait pu laisser les subprimes, Lehman Brothers et Bernard Madoff devenir finalement la réalité effective du système financier américain. Et il a répondu « je n'y comprenais rien », ce qui veut dire en réalité j'étais prolétarisé, dans le vocabulaire que j'emploie, qui est aussi ce qu'on pourrait appeler dans le vocabulaire d'Amartya Sen, l'économiste indien, oui, un processus d'incapacitation, de perte de capacitation, c'est-à-dire de capacité intellectuelle à comprendre et donc d'impuissance pour faire. Alors, vous me posez une question précise. Que veut dire la prolétarisation généralisée? Et de quoi est-elle le résultat? Le mot de prolétarisation, il vient de Marx. Ouais, c'est un mot plus ancien, mais c'est Marx qui l'a remis en circulation dans ce qu'il appelait la critique de l'économie politique. Le fait de la prolétarisation, ça a été décrit avant lui par Adam Smith.
Adam Smith, dans La richesse des nations, avait déjà entrevu ce que la division industrielle du travail allait produire, ce qu'il appelle l'obnubilation de l'esprit du travailleur. C'est-à-dire que le travailleur, en fait, devient non plus un travailleur, mais un employé, ce que Marx appellera un salarié, qui ne sait plus rien faire parce qu'il est devenu l'esclave d'une machine à l'intérieur de laquelle son savoir est passé. Ce que Marx et Engels décrivent en 1848 comme une prolétarisation, c'est la manière dont le système de la production industrielle vole le savoir. C'est véritablement une spoliation, il l'appelait comme ça, Marx, du savoir qui passe dans la machine pour pouvoir être automatisé. Au XXe siècle, le savoir qui est détourné et capté par des systèmes, ce n'est plus simplement le savoir-faire des ouvriers, des producteurs, disons des travailleurs manuels, qui ensuite d'ailleurs devient celui de l'encadrement, des techniciens, etc., et maintenant des ingénieurs. Au XXe siècle, c'est le savoir-vivre des consommateurs qui est transformé, parce que ce ne sont plus eux qui développent des savoir-vivre, des comportements. En fait, ils ne savent plus vivre. Ils sont soumis à des procédures développées par des grandes industries de services, dont la première est la télévision, là où je suis en train de parler en ce moment même, et qui servent à leur prescrire des façons de vivre. Ce ne sont plus eux qui décident comment ils vivent. Ce sont des cabinets de marketing qui s'emparent des médias de masse. Alors, ça ne se fait pas forcément d'emblée. Aux États-Unis, ça va extrêmement vite avec la télévision. En France, ça a mis très longtemps. De Gaulle avait limité cette évolution-là. Et je pense qu'en Belgique, c'était aussi le cas. Maintenant, toute la télévision, presque, n'est pas privatisée, mais enfin, adopter ce modèle-là. Au XXIe siècle, cette prolétarisation se produit avec l'automatisation numérique, où de plus en plus, sujet que Paul Virilio a soulevé très intelligemment dans un livre qui est à mon avis son plus grand livre, qui s'appelle Vitesse et politique, lorsqu'il disait, si vous voulez bien interpréter la négociation qu'il y a eu entre Brejnev et Nixon en 1972 sur le désarmement nucléaire, comprenez que ça veut dire qu'ils ont pris conscience du fait qu'aujourd'hui, le système est devenu totalement automatique. Et donc, la guerre ne sera pas décidée ni par l'Union soviétique, ni par les États-Unis, mais par un robot. Parce que le système est arrivé avec des performances de vitesse tellement grandes que les militaires ne peuvent plus prendre de décisions, et encore moins les chefs d'État. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise des subprimes en 2008. Et tout ce qui venait derrière? Parce que la crise des subprimes, ce n'est qu'un aspect d'un système ultra spéculatif. Eh bien, comme on dit aux États-Unis, ce sont les bots qui ont pris les décisions économiques. Qu'est-ce que c'est que les bots? C'est le mot utilisé par les gens du milieu des geeks pour désigner les robots. Robots. Ce sont les robots qui prennent les décisions aujourd'hui dans le système financier. Vous voulez dire de vente, d'achat, d'actions, de titres? Mais pas seulement, de plus en plus de choses, de plus en plus de choses. Si par exemple vous êtes un taxman et que vous avez la dangereuse habitude de vous soumettre à votre GPS désormais articulé sur un système temps réel, vous êtes téléguidé en fait par un système. Et personne ne commande ce système. C'est purement une sommation de systèmes d'observation, de capteurs et de choses comme ça. Ça, c'est extrêmement dangereux. Quand je dis que c'est extrêmement dangereux, je ne veux pas dire que je suis contre ces développements technologiques. Je veux dire que ces développements technologiques auxquels nous sommes en train d'assister avec l'apparition du numérique, car ça c'est la numérisation généralisée qui permet cela, tout cela c'est un processus qui actuellement produit ce que j'appelle une incapacitation généralisée, où il n'y a plus de décision humaine. Les êtres humains ne prennent plus de décision, c'est une espèce de mécanisme aveugle qui se déroule et qui est soumis à simplement une règle, c'est l'augmentation des profits spéculatifs. C'est l'exclusif critère de décision qui est confié à ces machines. Et le résultat, c'est qu'on a le sentiment que tous ces gens-là, qu'ils s'appellent Hollande, Sarkozy, Mélenchon, Le Pen, etc., de toute façon sont des impuissants. Ils sont incapables, que tout le monde est devenu incapable, et donc on s'exprime, on exprime sa souffrance face à cette incapacitation qu'on subit soi-même. Ce que je soutiens moi, c'est qu'en réalité, il y a tout à fait une alternative à cette réalité, parce que par ailleurs, cette technologie qui est en train de se développer, qui s'appelle le numérique, est en train de faire apparaître un nouveau modèle industriel qui lui repose au contraire sur la responsabilité partagée, la mise en réseau, le contributif, la réflexion, l'intelligence collective, la critique assistée par ordinateur, comme elle fut assistée à une époque par l'imprimerie, à l'époque du XVIe siècle et du XVIIe siècle, et c'est Luther qui l'avait d'abord mise en œuvre dans l'Église chrétienne, et comme elle fut mise en œuvre aussi au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. Internet, c'est à la fois, comme vous dites dans vos livres, d'une certaine manière un pharmacone, c'est-à-dire que c'est à la fois un poison et un remède. C'est-à-dire que Internet rend bête,
et me rend bête. Pour réfléchir sur la bêtise, il faut d'abord réfléchir sur en quoi je suis bête. Oui. Qu'est-ce qui me rend bête? Parce que si je veux lutter contre la bêtise, et notamment celle des autres, il faut d'abord que je lutte contre la mienne. Internet me rend bête aussi, tant que je n'ai pas réussi à en avoir une technique de moi-même, de développement de moi-même, ce qu'on appelle à l'art industrialiste une technique de soi. Tant que je n'en ai pas fait, au contraire, ce que Sénèque recommandait à Lucilius de faire avec les livres et l'écriture, c'est-à-dire une technique de soi, un processus d'individuation. C'est que Internet, comme l'écriture, est un pharmacone, en effet, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois un poison et un remède. C'est un poison parce que, comme le dit Platon, l'écriture, à propos de l'écriture, elle peut me priver de mémoire et elle peut faire qu'au lieu de penser par moi-même, par exemple, sur la question de savoir qu'est-ce que l'amour, comme Alain Badiou se pose la question, je m'appuie sur Lysias, le discours d'un sophiste qui pense à ma place et que je répète comme un perroquet ce que dit Lysias sur ce que c'est que l'amour. Et qui me fait dire d'énormes bêtises. Et Socrate dit à Phèdre, puisque c'est dans Phèdre que ça se passe, il dit, mais enfin, Phèdre, arrête, tu ne penses pas par toi-même, tu parles comme un imbécile. Parce que répéter comme un perroquet, ça n'est pas à la hauteur de la situation. Réfléchis. Réfléchis effectivement à ce que c'est que l'amour. Réfléchis à ce que dit. Pense par toi-même. Pour penser par soi-même, moi ce que je soutiens, c'est que les livres peuvent aider à penser par soi-même. Mais Internet aussi. Et Internet aussi. Donc je crois comme Nicolas Carr que Internet peut nous rendre bêtes, mais à la différence de Nicolas Carr, je crois qu'il peut aussi nous rendre beaucoup plus intelligents, surtout que l'intelligence c'est du collectif. Et qu'Internet c'est un espace collaboratif et collectif de publication. Internet c'est une machine de publication. Donc l'enjeu d'Internet c'est tout à fait comparable à ce qui a été l'enjeu du XVIe siècle et qui conduisit à l'époque à l'explosion de la papauté, à l'apparition d'un nouveau schisme dans la chrétienté qui est l'apparition du protestantisme et qui est à l'origine de l'humanisme aussi, du côté des catholiques, parce qu'Erasme c'était ici un catholique, c'était pas un protestant, mais qui a développé une nouvelle conception humaniste de la philosophie chrétienne. Et je dis chrétienne parce qu'il était chrétien, en effet. Et c'est quelque chose qui a totalement bouleversé l'Europe et l'Occident et finalement le monde entier. C'est l'origine de la modernité. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est cela. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que nous faisons de ce bouleversement un rebond et une nouvelle histoire, un nouvel épisode de l'histoire de l'humanité, pour lutter contre ce que j'appelle la mécroissance, qui est une façon qui est devenue toxique pour la planète de vivre, dont tout le monde sait que ça n'est pas soutenable, parce que la mécroissance est le résultat d'un consumérisme qui a transformé le désir en addiction, qui fait que les gens ne sont pas heureux de consommer, mais ils consomment quand même parce qu'ils n'ont plus rien dans la vie à faire d'autre que ça, de toute façon. Ils ne savent plus pratiquer la commensalité et recevoir des amis chez eux, ils ne savent plus élever leurs enfants, ils ne savent plus voyager tout seuls, ils ne savent plus rien faire du tout, ils ne savent même plus conduire leur voiture sans un GPS ou vivre sans un téléphone portable. Et donc ils sont devenus addicts et le marketing exploite cette addiction à un point qui aujourd'hui fait que c'est quasiment le premier sujet en psychopathologie aujourd'hui dans les hôpitaux. Moi je travaille avec 3 hôpitaux en France et c'est véritablement une obsession maintenant dans le monde. L'écran est un problème de santé publique. Oui, l'écran est devenu un problème de santé publique, mais pour quelle raison? Parce que la puissance publique n'en fait pas une pratique de santé publique, au contraire. C'est-à-dire, au lieu d'en faire un problème de santé publique, il faudrait en faire une pratique de santé publique, c'est-à-dire élaborer, comme Luther a voulu le faire à l'époque avec le livre, élaborer une nouvelle civilisation qui repose sur une socialisation du numérique, qui est une forme de l'écriture. Le numérique, c'est de l'écriture, mais qui soit mise au service non pas du développement du chiffre d'affaires de Facebook ou de Google, mais du développement de l'Europe, par exemple, et de son avenir économique, et de son éducation. Ce que vous proposez, c'est une véritable, pour reprendre la formule de Guattari, une écologie de l'esprit. Tout à fait. Mais ça passe aussi par l'école, parce que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi et beaucoup écrit sur l'école. Et d'ailleurs, vous faites ici, dans État de choc, je dirais, un état des lieux de la bêtise et du savoir au XXIe siècle. Le titre est, j'imagine, emprunté à Naomi Klein. Et vous parlez de la complicité, ça m'a fort frappé, de la complicité de certains intellectuels, notamment, on le voit très bien dans le film de Charles Ferguson, Inside Job. Donc à la fois, vous dites, tout devient automatisé, mais en même temps, il y a une complicité de l'intelligentsia et donc de l'école au système. Oui, de l'école et du monde académique, disons, au sens large. Bon, vous avez cité Inside Job, tout le monde ne l'a pas vu, mais beaucoup de gens ont vu ce film et qui fait apparaître que des centaines d'universitaires américains ont été finalement achetés
par le système spéculatif de Wall Street, d'une façon véritablement éhontée, puisque de nombreux d'entre eux touchaient plusieurs millions de dollars par an en émargeant à différents fonds pour justifier l'organisation économique qui finalement a mis à genoux l'Occident, parce que l'Occident ne se remettra pas de cette folie spéculative. Et maintenant, c'est l'Asie qui va donner le là. Je pense qu'il faut que nous en tirions toutes les conséquences d'ailleurs et que nous ouvrions une longue discussion avec l'Inde, la Chine et le Japon. Mais quoi qu'il en soit, les universitaires américains, notamment dans le champ économique, mais pas simplement américains, en France aussi, hein, et un peu partout, se sont fait acheter, mais il n'y a pas que les économistes. Il y a eu, si vous voulez, et là, il ne s'agit pas pour moi simplement de condamner des attitudes ou de trouver des culpabilités, et ça ne m'intéresse pas du tout, la culpabilité. Il s'agit d'analyser des phénomènes de causalité. Tout ce que je disais tout à l'heure sur le pharmacone, sur la pharmacologie, c'est une question qui a été soulevée surtout par Jacques Derrida, mais qui a été aussi abordée par Gilles Deleuze, plus tôt d'ailleurs, dans Différence et répétition. Lorsque Gilles Deleuze disait la répétition peut être une bonne ou une mauvaise répétition. Elle peut être mise au service de l'individuation ou de la désindividuation. Il s'appuyait beaucoup sur Gilbert Simondon. Cette question du pharmacone a été très importante dans la French Theory, comme on l'appelle, c'est-à-dire la philosophie française, qui est ma source d'inspiration première. Le problème, c'est que cette, entre guillemets, pharmacologie de l'écriture et des médiations techniques et symboliques qui fut élaborée au début de cette histoire de la French Theory est restée ce que j'appelle une pharmacologie négative. C'est-à-dire qu'elle a développé tout un discours sur le fait qu'il y avait une toxicité irréductible de tout cela, mais elle n'a jamais vraiment travaillé à ce que j'appelle le développement d'une pharmacologie positive. Et moi, je pense que la philosophie est là pour produire de la positivité. Pas du positivisme, bien entendu, ça c'est antiphilosophique au possible. Mais de la positivité, c'est-à-dire pour proposer à la société des possibilités de faire avec sa finitude. Et pour produire de l'infini d'ailleurs. Parce que là, ça c'est un point que je partage avec Badiou, les objets véritablement capables de produire du désir, ce sont des objets infinitisables. Quand on aime quelqu'un, on l'aime à l'infini, sinon on ne l'aime pas. C'est la démarche de réenchanter le monde du manifeste que vous avez écrit avec vos amis en 2006, et qui est sous-titré « La valeur esprit contre le populisme industriel ». Je trouve que ça illustre bien justement votre aspect positif de proposition. Oui, et nous soutenons, nous nous référons d'ailleurs à Max Weber et à un certain nombre d'autres, que Max Weber qui avait montré que le capitalisme à son départ avait pu développer avec une puissance inouïe, se développer au XVIIe ou XVIIIe siècle, parce qu'il était appuyé sur une capacité de désir et de sublimation qui passait là, par le christianisme protestant. Il avait une capacité d'infinitisation de sa mission, si je puis dire. Et Weber disait en 1905, il va la détruire, parce qu'il est condamné au désenchantement du monde. Et donc le titre de ce livre s'appuie sur... Voilà, c'est une réponse à Weber, non pas contre, mais un enchaînement en disant, oui, maintenant il faut réenchanter le monde. Ce réenchantement ne peut plus passer par Dieu ou par le protestantisme, mais il doit passer par une réaffirmation de la sublimation et du désir. Et alors ça, c'est l'autre problème que j'ai eu, moi, avec la philosophie française, c'est que le rapport au désir a été pensé par les philosophes de ce qu'on appelle les post-structuralistes, Derrida, Deleuze, Lyotard, Foucault, sur un mode, à mon avis, insuffisamment réfléchi. C'est-à-dire que le désir a été apparenté à la pulsion, dans une référence à un Freud qui est le premier Freud. Mais moi, je lis surtout le deuxième Freud. Et je considère qu'à partir de 1920, Freud fait une différence entre le désir et la pulsion. La pulsion est consumériste et spéculative. Le désir est au contraire investisseur et œuvrant. Il ne consomme pas. Quand on désire quelqu'un, on ne le consomme pas. Quand on fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime, on n'a pas l'impression du tout de le consommer, on a l'impression de le communier, si je puis dire. J'emploie un terme religieux, parce que je pense que la religion a beaucoup à voir avec ça. Ça s'appelle la question de la sublimation. Et aujourd'hui, je m'intéresse à ce que j'appelle l'économie contributive, qui est une économie de la sublimation. Je crois qu'il faut inventer une autre industrialisation, une industrialisation qui soit propre, et pas simplement propre au sens de verte, c'est-à-dire nous produisons moins de carbone, etc., ce qu'il faut évidemment impérativement faire, mais qui soit aussi propre, je dirais, en termes de, je n'ai pas peur de dire morale, voilà. Non pas que je veuille revenir à une morale bourgeoise, ou à la bonne vieille morale
de grand-papa, pas du tout. Ou au surmoi viennois qui crée les névroses et l'hystérie et la paralysie que découvre Freud en 1895. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut repenser la question de la construction du moral. Non pas de la morale, mais du moral. Du moral. Le moral. Comment reconstruire le moral? Aujourd'hui, pour le faire, il faut d'abord analyser comment il est détruit. Et on commence par où, concrètement, à votre sens? Par l'école, par l'éducation? Partout à la fois. Partout à la fois. Partout à la fois. Il faut travailler sur les enfants. D'ailleurs, je vais faire bientôt au Théâtre de la Colline une réunion sur l'enfance en danger. Le nouveau président de la République française, François Hollande, veut développer une politique de la jeunesse et je m'en réjouis beaucoup. Mais je voudrais essayer de dire à ce nouveau gouvernement que s'il veut vraiment faire ça, il faut qu'il attaque les vrais problèmes. Quels sont les vrais problèmes? Aujourd'hui, les enfants n'ont plus le droit d'avoir une enfance. Ils sont privés d'enfance parce qu'ils sont privés de rapport à leurs parents. Les médias sont tellement imposants, ils font tellement n'importe quoi qu'ils détruisent l'appareil psychique des enfants. Par exemple, le processus d'identification primaire, dans les classes populaires, les enfants n'y ont plus droit. Dans les classes aisées, oui, parce que les parents sont plus cultivés, ils font très attention, relativement. Quoi qu'il en soit, il faut travailler à ce niveau-là, il faut travailler dans le monde du travail, précisément. Moi, je soutiens que le modèle du logiciel libre est un modèle contributif d'investissement qui est extraordinairement producteur d'intelligence collective, de motivation, d'implication. Je dis ça dans connaissance de cause, ça fait 20 ans que je travaille avec des ingénieurs qui sont dans ce modèle-là, et moi-même je développe des choses dans ce modèle-là. Mais je travaille aussi sur des modèles d'énergie contributive, de banques même contributives, ce qu'on appelle des coopératives bancaires, etc. Et je crois qu'il faut réinvestir tout cela, non pas comme dit Edgar Morin, à la marge pour le tiers secteur, c'est-à-dire pour les associations, l'aide à la personne, mais dans tous les domaines. Donc, votre manifeste qui a quelques années, le manifeste de Ars Industrialis, commence à être petit à petit entendu. Ah oui, il est de plus en plus entendu. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de discussions avec le monde économique et des grandes structures économiques parce que le monde économique voit bien que le modèle de Ford et du consumérisme du XXe siècle ne fonctionne plus et qu'il faut trouver d'autres processus pour capter non plus des consommateurs mais des acteurs économiques contributeurs. Contributeurs voulant dire aussi acheter, hein, contribuer. En France, les contributions, c'était les impôts autrefois, donc c'est payer, c'est une forme de la contribution, mais c'est aussi toutes sortes d'autres formes. Et ces nouvelles formes, elles se développent, comme je disais par exemple, dans le champ énergétique. J'ai discuté un jour, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de développement de RDF, qui est le réseau électrique français, et qui disait devant moi, devant 300 personnes aussi, que l'avenir de l'énergie, c'est les modèles des smart grids contributifs, où tout le monde est producteur et consommateur, donc il n'y a plus de consommateur, parce que le consommateur fonctionne par opposition au producteur. Donc là, il y a quelque chose d'absolument nouveau à inventer. C'est là qu'est l'avenir de l'Europe. Et si l'Europe ne joue pas cette carte, elle est fichue. Et je dis ça à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. C'est extrêmement important que les citoyens européens se mobilisent pour obliger les citoyens, mais aussi les acteurs économiques, pour obliger leurs responsables politiques à investir dans ce champ. Bernard Stiegler, un tout grand merci à vous. Merci à vous.